Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Stéphanie Demuru. En compagnie de Raphaël Steinville et Michel Fayad. Pardon Michel, vous vouliez poser une question à Pierre Gastineau sur le livre Les espions du président. Et c'est vrai qu'on avait plein de questions à lui poser, c'est fascinant. Hein. Bien sûr. Ça vous inspire quoi, ces affaires d'espions? Moi j'avais envie qu'il nous dise quelle victoire il pense qu'Emmanuel Macron a obtenue durant toutes ces années. Oui, je crois qu'on a lu le livre, Raphaël Steinville et moi, mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait énormément de victoires au crédit d'Emmanuel Macron. Il y a quelques coups d'éclat, Oui, mais qui restent finalement assez rares, et des opérations qui ont été menées pour déjouer d'autres opérations, mais rien de spectaculaire qui puisse, dont Emmanuel Macron puisse se glorifier aujourd'hui. Oui, et surtout le dossier ukrainien dont il parle beaucoup. Le dossier ukrainien, puis le départ des Français du Sahel. Enfin, le bilan est assez lourd quand même. La stratégie de Brégançon dont il dit justement Pierre Gastineau et Antoine Isambard que c'est un échec puisqu'on en est là aujourd'hui avec la Russie, et ça m'emmène au sujet sur lequel je voulais vous faire réagir. Évidemment qu'on a beaucoup commenté ensemble les propos du chef d'état-major des armées. Il faut être prêt à perdre nos enfants, ces enfants. C'était Fabien Mandon qui disait ça il y a quelques semaines. Et bien maintenant c'est au tour du patron de l'OTAN d'agiter les peurs, Mark Rutte, qui a prononcé jeudi un discours en forme d'avertissement. Il explique que l'OTAN est la prochaine cible de la Russie. Nous devons être prêts, car à la fin de ce premier trimestre du XXIe siècle, les conflits ne se mènent plus à distance. Le conflit est à notre porte. La Russie a ramené la guerre en Europe, et nous devons nous préparer à une guerre d'une ampleur comparable à celle qu'ont endurée nos grands-parents et arrière-grands-parents. Michel Fayad, c'est pas franchement rassurant. Alors, il donne à l'appui des chiffres que Fabien Mandon donnait aussi. Hein. Je ne vais pas vous les citer ici parce que c'est un peu long, mais en gros, il explique que la Russie est désormais décrite comme une économie entièrement tournée vers la guerre. Encore une fois, chiffres à l'appui. Vous, que vous inspirent ces propos un peu chocs et qui peuvent faire peur, hein? Déjà, le fait que la Russie a énormément de budget en la faveur du secteur de la défense, c'est normal puisqu'elle affronte en réalité non seulement l'Ukraine, mais tout l'OTAN. Donc c'est logique en fin de compte. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Rutte joue sa fonction. Il est le chef de l'OTAN et donc il ne peut pas se permettre de dire qu'il n'y a aucun risque, qu'il n'y a aucun problème. Au contraire, et avec un Trump qui dit sur tous les plateaux et partout comme quoi il a réglé 8 conflits et qu'il a mis un terme à 8 conflits, Rutte est obligé de maintenir cette idée-là, surtout qu'il y a un complexe militaro-industriel non seulement russe, non seulement américain, mais aussi en Europe, en France notamment, en Grande-Bretagne, etc., qui tourne grâce à cette idée de guerre. Parce que l'Union européenne, la France, la Grande-Bretagne, tout le monde donne du budget à ce complexe militaro-industriel. Et donc, il essaye de maintenir cette idée à flot. Mais honnêtement, je ne pense pas que la Russie ait de véritables intentions contre la France ou contre, disons, la Grande-Bretagne. Pas contre la France, mais évidemment, tout le monde non, pas tout le monde. Justement, certains soupçonnent et craignent que la Russie s'en prenne aux pays baltes et que par définition s'enclenche l'article 5 qui entraînerait la solidarité des pays de l'OTAN. C'est à cela qu'il fait allusion, selon vous, Mark Rutte, Raphaël Steinville? Oui, mais le problème, c'est que c'est un récit qui s'alimente chaque jour un peu plus, parce que vous avez cité le général Mandon, il y a eu le ministre de la Défense allemand qui nous expliquait que nous vivions notre dernière nous avions vécu notre dernier été de paix. Avec l'Allemagne envoie des soldats en Pologne. Oui, mais du coup, puisque l'on commente ces déclarations successives, on a l'impression d'un danger qui est chaque jour plus imminent, au moment même où on peut aussi constater que si l'armée russe progresse péniblement sur le terrain ukrainien, elle n'est pas à Kiev, elle n'est pas parvenue à vaincre la résistance ukrainienne. Donc, bien sûr qu'on aurait tort de ne pas prendre au sérieux la menace russe en tant que telle, et en tout cas on aurait tort de ne pas se préparer comme il se doit. Pour autant, d'agiter... Ils sont au-delà de la préparation. Là. Il dit une guerre de l'ampleur de 39-45 se prépare. Dans ce cas-là, nous sommes inconséquents, parce que cette menace, elle existe, en tout cas de manière très concrète, depuis 2022. Depuis 2022, Emmanuel Macron nous a expliqué qu'il fallait adopter une économie de guerre, et
peu de choses ont été faites de manière très concrète. Alors certes, il y a eu une augmentation du budget de la défense, mais les commandes sont encore timides. Notre industrie militaire aujourd'hui n'est pas à même de produire sur le même modèle que les Russes. Donc on est quand même dans une sorte de grand théâtre où on nous explique que la menace est imminente, mais on n'a pas tiré toutes les conséquences qu'il faudrait de cette crise imminente qui serait aux portes de l'Europe. Mais ça dit quoi, n'est alors pas protégé non plus. Et puis la dernière chose, il faut lire aussi ce que dit le général Pierre de Villiers, qui alertait dès 2017 des menaces, des périls qui pesaient sur la France et l'Europe, sans que notre président et d'autres dirigeants ne prennent ces menaces au sérieux et ne songent à doter notre défense des moyens nécessaires pour faire face à cette menace. Donc nous avons perdu trop de temps et pour conclure sur le général Pierre de Villiers, il nous explique qu'il faudrait à ce jour 10 ans pour faire face à une menace et pour pouvoir tenir face à un ennemi tel que la Russie. Aujourd'hui, nous en sommes incapables. Nous n'avons la ni dissuasion nucléaire quand même. Non, oui, mais d'accord, mais nous n'avons pas la profondeur en armement pour faire face à un conflit de haute intensité, sans parler effectivement de cette question nucléaire. Mais donc il y a quand même un certain nombre d'inconséquences de la part de nos dirigeants qui ont vécu sur les dividendes de la paix pendant trop longtemps. Oui, Michel Fayad. Il y a aussi notre ciel qui est incapable de faire face à d'éventuels drones russes. Aujourd'hui, on n'arrive pas à protéger le ciel de nos prisons. Alors le ciel de la France face à la Russie, ça c'est pas les mêmes compliqué. drones, mais oui, mais il y en pour a vous aussi dire, au-dessus des on ne prisons. contrôle pas. Et puis il y a aussi quelque chose qui est très important à dire, et Raphaël a ouvert un peu le champ en tout cas, c'est que non seulement il y a le danger russe, entre guillemets, qui reste plus ou moins hypothétique, mais il y a un danger plus réel qui est en Afrique. Aujourd'hui, il y a 2 fois la taille de la France qui est tombée entre les mains de Daesh et d'Al-Qaïda. Plus d'1 million de kilomètres carrés entre les mains de djihadistes en Afrique. Et donc si ces djihadistes continuent à prendre du territoire et demain prennent peut-être la Libye, qui est divisée, on en a parlé en première partie d'émission, qui peut-être rentre en Algérie, eh bien ils seraient à la porte de l'Europe. Et eux sont beaucoup plus dangereux pour nous. Et c'est une autre guerre, parce que la Russie, c'est une armée régulière, tandis que ces djihadistes, eux, ça serait une guerre urbaine, ça serait autre chose. Donc... Mais c'est quoi l'arrière-pensée? Enfin, est-ce qu'il y a une arrière-pensée? Parce que c'est vrai que dans le même temps, au moment où on commente ces propos alarmistes de Mark Rutte, il y a des négociations qui se poursuivent quand même, et Trump qui met la pression pour que ça se passe, en tout cas, cette paix. Alors c'est vrai que les Européens ne sont pas conviés, ils veulent davantage de conditions, mais c'est étrange, ça fait un peu 2 salles, 2 ambiances quand même. Hein, oui, mais je crois que la première déclaration, les premiers propos de Michel nous expliquant que la raison d'être finalement de l'OTAN, c'était cet ennemi russe, fantasmé ou non, mais en tout cas qui explique que l'OTAN, alors même que le mur est tombé, que le régime communiste s'est effondré, l'OTAN aurait pu disparaître. Et pour autant, il existe toujours. Il n'a cessé, et c'est ce que reproche d'ailleurs Poutine, d'installer des bases au plus près de ses frontières, et donc à participer finalement à cette instabilité, ces tensions. C'est légitime, sauf à jouer avec le feu. Et en l'occurrence, on a eu la réponse de Poutine qui a envahi l'Ukraine. C'était la ligne rouge, effectivement. Parce qu'il ne voulait pas que l'Ukraine n'intègre l'OTAN, que des bases soient installées toujours plus près des frontières de la Russie. Donc il faut aussi prendre en compte cette équation. Et là, on parle, Michel Fayad, de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne dès 2027. Elle est envisagée par le plan européen. C'est stipulé, mais c'est un sujet de négociation. Et les Américains, ils sont favorables. C'est vrai qu'on peut se poser aussi la question de l'adhésion des Européens à ce projet, parce que tout le monde n'est pas d'accord avec l'intégration de l'Ukraine à l'Union européenne. Lorsqu'on parle du problème de l'agriculture française, absolument. Je veux dire, on est en première ligne par rapport à l'adhésion de l'Ukraine. Et il y a aussi autre chose. Aujourd'hui, il y a des armes lourdes, des Kalachnikov, des M16 et autres. Qui sont déjà dans nos banlieues. Hein. Oui, mais imaginez que demain, il y ait la paix
en Ukraine. Alors, ça serait un déferlement bien plus intense dans nos pays, sachant que les frontières sont des passoires et que tout passe, drogue et armes. Là, ça serait encore plus grave. Donc, comment est-ce que la police pourrait faire face? Comment l'armée pourrait faire face? En réalité, c'est devenu aussi urgent de fermer nos frontières pour pouvoir justement faire face à ce déferlement et de drogue et d'armes venues d'Ukraine. Ce serait peut-être judicieux à ce moment-là de consulter les Européens, non Raphaël Steinville, vous ne pensez pas sur un sujet aussi grave? Moi, je comprends que les Américains soient très favorables à cette possibilité, parce que ça ne ferait qu'affaiblir davantage l'Europe. Et effectivement, si vous deviez consulter les peuples européens, je pense que nombre d'entre eux s'opposeraient à ce que l'Ukraine, quand bien même elle aurait payé le prix du sang, comme le disait Gérard Larcher voilà quelques mois, pour justifier que l'Ukraine puisse postuler à une adhésion à l'Union européenne. Malgré tout cela, je pense que les peuples européens, les pays, doivent pouvoir se prononcer sur son intégration au sein de l'Union européenne. Ça ne va pas être le cas, hein, Michel Fayad. Et on sent d'ailleurs que la France n'est pas contre cette intégration. Hein. Ils l'appellent de leur vœu depuis un moment. Les politiciens, les dirigeants. Oui, les dirigeants, oui, excusez-moi. Oui, bien sûr, vous faites bien de préciser. Je parle des dirigeants. Voilà, mais je pense que Trump, en fait, veut transformer l'Ukraine d'un problème américain à un problème européen, strictement européen. Parce qu'aujourd'hui, les Américains, enfin jusque-là, étaient en train de donner des armes et des aides. Et là, vraiment, faire de l'Ukraine un pays membre de l'Union européenne, c'est vraiment reprenez le bébé et occupez-vous de lui. Et financer sa reconstruction. Absolument.